Le moment est immortalisé dans la liaison radio des pilotes d'avions furtifs israéliens F-35. Dans leur champ de vision, deux drones tirés depuis l'Iran. Un à l'est, l'autre au sud. Le contact fait, cela semble être un avion. Je vous tiens au courant pour l'identification. Bien reçu, tiens-moi au courant. Manœuvrons rapidement, que je puisse ouvrir le feu. Autorisé à ouvrir le feu. On vient de recevoir l'autorisation de frapper la cible. Lancement des munitions, la cible a été touchée. Bien reçu. J'ai clairement une identification de la cible, je peux la détruire. Tu as bloqué la cible dans le viseur ? Tour de contrôle, missile lancé sur la cible, cible interceptée. La scène s'est déroulée en mars 2021, la première fois au monde que les avions F-35 interceptent de telles cibles en mouvement. Il s'agirait, selon des officiers de Tsahal, de l'une des opérations les plus complexes dans les airs. D'autant qu'elle a eu lieu dans un pays étranger. Pas davantage de commentaires de l'armée israélienne. C'est grâce à une coopération régionale qu'une telle opération a pu être efficace. Au sol, voici les débris, ceux qu'il reste du Shahid 197, un drone iranien capable de parcourir la distance de 3000 km à une vitesse moyenne de 130 km/h, à une hauteur de 150 à 400 mètres du sol. Ces drones, détruits en mars 2021, emportaient avec eux une cargaison de plusieurs pistolets, direction la bande de Gaza. Selon Tsahal, Téhéran cherche ici à ouvrir une nouvelle voie à son trafic d'armes en direction des organisations terroristes palestiniennes. Dernier incident en date, mai 2021. Des milices chiites pro-iraniennes en Irak ont tiré un drone bourré d'explosifs, détruit au-dessus de la vallée du Jourdain. Pour Tsahal, la guerre contre les drones iraniens n'est pas un problème israélien, mais régional. Et pour en parler, le colonel de réserve Kobi Regev, bonjour, bonsoir, vous êtes ancien commandant d'escadron et vous êtes également le PDG de Squadron, l'escadrille, et fondateur également de simulateurs de combat. Colonel Kobi Regev, d'abord, quand vous voyez ces scènes et vous entendez des scènes de combat dans le cockpit, ça vous rappelle quoi ? Bonsoir Mati, je suis heureux d'être avec vous. L'armée de l'air israélienne agit dans tout le Proche-Orient depuis de longues années maintenant et une petite partie des activités est dévoilée, mais une grande partie reste secrète. En tant que commandant et qui a fait plus de 4500 vols et opérationnel en grande partie, cela me rappelle les activités et les émotions que nous ressentons quand nous défendons les cieux d'Israël, et les défis sont des défis de défense et de protection de l'État d'Israël. J'ai posé la question lors d'un briefing sécuritaire à un officier supérieur de l'armée de l'air qui me disait que cette opération contre un drone en mouvement des F-35 est l'une des opérations les plus complexes qui existent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Eh bien, le défi le plus important pour découvrir des drones de ce type, c'est d'abord de les découvrir. Dès que vous les avez découverts, la vie devient plus simple. Il s'agit d'un drone iranien qui est une réplique d'un drone américain tombé en Iran il y a environ 12 ans maintenant, et avec une signature radar très très restreinte. Et donc, il faut des systèmes très perfectionnés, comme par exemple le radar du F-35, pour découvrir ce drone. Dès qu'il est découvert, le F-35 ou un autre avion peut le liquider. Je voudrais rajouter, Mathias, qu'au-delà de la destruction et de l'interception, nous avons aussi des détails techniques et tactiques, mais derrière toutes ces données, il y a tout un nouveau système auquel il faut faire bien attention. En fait, l'armée de l'air a dévoilé que ces drones ont été détruits en dehors du territoire israélien, ce qui change stratégiquement les relations de force au Proche-Orient et exprime une sorte d'alignement, c'est-à-dire que quelqu'un au Proche-Orient a découvert cet avion quand il était déjà très loin. Cette information a été transmise et l'armée de l'air était déjà préparée, et en fait la destruction, l'interception
avec la publication de l'interception de ce vol en dehors de cieux israéliens, c'est que les choses n'ont pas été faites de manière secrète, mais de manière ouverte par nos alliés. Et donc, je peux comprendre de l'armée de l'air israélienne qu'au-delà du succès tactique, l'armée de l'air israélienne, avec d'autres organismes au Proche-Orient, ont créé une sorte d'alliance de défense aérienne régionale qui permet de découvrir des attaques de manière combinée entre divers États et en plus une possibilité de les intercepter de manière très efficace. Et donc le défi était bien plus complexe que ce que vous avez présenté parce que les drones venaient de diverses directions qui demandaient donc une coopération différente avec divers États. Et je considère que c'est un grand succès tactique, mais c'est aussi l'ouverture d'une nouvelle ère dans la défense aérienne régionale. Et je suis sûr qu'à la suite, eh bien, nous verrons d'autres coopérations politiques bien plus larges encore. Alors, vous dites justement, un drone qui vient du sud, un drone qui vient de l'est, c'est un fléau pour Tsahal, m'a dit un haut gradé de l'armée israélienne. C'est un fléau pour la région, mais pour qui dans cette région? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Écoutez, nous savons que l'Iran essaie de porter atteinte à Israël depuis de longues années déjà. Et la motivation des Iraniens va croissant. Et dans votre reportage, vous avez dit que selon des sources étrangères, l'armée de l'air israélienne a attaqué en Syrie et des officiers, des gardiens de la révolution iranienne ont été tués. Donc, on sait qu'ils veulent nous attaquer. Il y a eu plusieurs incidents de drones, de missiles dans le passé. Nous savons que les Iraniens, avec les Houthis au Yémen, lancent des drones vers l'Arabie saoudite. Nous avons dit il y a peu aussi des attaques vers les Émirats. Et donc, nous savons que la motivation de l'Iran d'avoir des activités cinétiques et donc offensives au Proche-Orient, c'est quelque chose de permanent et Israël est relativement éloigné géographiquement, mais sa frontière est très grande et très large qui demande donc une défense extrêmement défensive et profonde. Et donc, cette alliance de défense aérienne pour l'État d'Israël, c'est extraordinaire pour se mesurer aux menaces qui viennent d'Iran et d'ailleurs. Alors justement, on parle beaucoup en ce moment de cette coopération israélo-russe dans le ciel syrien signée en 2015. Elle se matérialise. Comment exactement? Élément de réponse avec Océane Nicole. Et on en parle juste après avec le colonel de réserve Kobi Regev. Si géographiquement les deux pays sont séparés par plus de 2600 km, la Russie et Israël partagent pourtant une même frontière, la Syrie. Depuis 2015, Vladimir Poutine soutient en effet le régime de Bachar al-Assad. Un soutien économique mais surtout militaire, car depuis plus de 6 ans, l'armée russe est présente en Syrie. Des centaines de soldats russes sont donc aussi aux portes d'Israël. En 2015, Vladimir Poutine et Benyamin Netanyahou se mettent d'accord. La Russie ferme les yeux sur les frappes israéliennes menées en Syrie. Israël, de son côté, promet de stopper l'expansion de l'Iran dans la région, ce qui arrange aussi Moscou. Depuis, des centaines de frappes attribuées à Tsahal auraient été menées sur le territoire syrien, ciblant des cargaisons d'armes destinées au Hezbollah, allié de Téhéran. Selon certains responsables de l'armée israélienne, la Russie serait même informée en amont de ces frappes, l'espace aérien syrien étant contrôlé par Moscou. Les relations se tendent en revanche en septembre 2018, alors qu'un avion de reconnaissance russe est abattu au large de la Syrie. Moscou accuse d'abord Israël. La vice-ambassadrice israélienne sera même convoquée avant que Vladimir Poutine reconnaisse un accident de la part de l'armée syrienne. À l'époque, en novembre 2015, l'avion de chasse turc a volontairement abattu notre avion. Ici, cela ressemble plutôt à un enchaînement de circonstances accidentelles tragiques. Israël n'a pas abattu notre avion. L'accord entre Moscou et Jérusalem se poursuit donc et l'intérêt est double car l'expansion de l'Iran dans la région ne plaît ni à Israël ni à la Russie alors que Téhéran n'a jamais cessé de transférer des cargaisons d'armes en Syrie par voie maritime, terrestre et aérienne. Colonel de réserve Kobi Regev, je ne pouvais pas vous laisser partir avant de vous poser cette question parce qu'elle est essentielle dans la guerre russo-ukrainienne. Pourquoi l'aviation russe peine à imposer sa supériorité dans le ciel ukrainien?
Il y a énormément de composantes à ceci. D'abord, il faut se souvenir que l'Ukraine est un État où il y a beaucoup de nuages en permanence qui couvrent les cieux ukrainiens et donc automatiquement cela complique les opérations de l'armée de l'air pour viser des cibles et ça ne permet pas d'utiliser des armes qu'ils ont en petite quantité d'ailleurs. Et il faut aussi se souvenir que quand il y a des nuages, c'est difficile d'avoir des informations et donc c'est un vrai défi pour eux. Je peux vous dire par contre que le niveau de préparation d'un pilote russe est différent des pilotes de l'Occident, en tout cas de mon expérience, les entraînements et la quantité d'entraînement est bien plus restreinte que chez les pilotes occidentaux. On ne peut pas entraîner un pilote de chasse 2-3 semaines avant la guerre. Non, ça doit être un entraînement permanent et constant au fil d'années. Et quand j'analyse les données et les films que nous avons des cieux ukrainiens et des combats, eh bien, quand je vois ce qui est fait par les hélicoptères, les avions, les missiles, je vois comment les avions se protègent. Qu'est-ce qui se passe quand ils comprennent qu'ils sont visés par un missile? Eh bien, je peux vous dire, avec prudence bien sûr, de ce que je vois en tout cas, leur capacité de défense par rapport aux missiles est relativement basse. On voit beaucoup d'hélicoptères qui tombent et qui sont détruits. Nous voyons des missiles lancés contre des avions et les avions n'arrivent pas à manœuvrer contre ces missiles. On le voit de manière très claire. Et dans les quelques combats aériens que j'ai vus, je n'ai pas vu de manœuvre sérieuse du côté russe. Ils ne font pas le nécessaire pour se protéger et se défendre. Bref, je pense que l'aviation russe a un vrai défi à relever entre la météo qui leur complique la vie et un entraînement insuffisant. Et je pense que l'influence de l'armée de l'air, si une armée de l'air beaucoup plus moderne était lancée, je pense que le terrain de combat serait totalement différent. Je pense que c'est un élément essentiel.